nous y voilà, le grand méchant loup. Alors, il faut bien comprendre une chose, et c'est ça que je voudrais que vous ayez à l'esprit, parce que ça c'est une chose importante. Quand on critique les droits de l'homme, ça ne veut pas du tout dire que l'on critique le fait qu'il y ait des droits. Absolument pas. Tous les hommes ont toujours eu des droits. Seulement, ces droits, ils ne les tiennent pas de leur condition d'homme, qui n'a pas de conséquences sociales spécifiques, mais ils les tiennent de la société dans laquelle ils sont nés. C'est là la critique fondamentale que nous formulons à l'égard de la théorie des droits de l'homme. Maurras le formulait de la manière suivante: on a déjà vu des sociétés sans justice, mais on n'a jamais vu de justice sans société. Donc les droits de l'homme, ce n'est pas le fait d'être des droits, on n'est pas contre le fait qu'en temps normal, eh bien, il faille informer un prévenu des chefs d'accusation qu'il y a contre lui, hein, qu'on ne le retienne pas, qu'on ne lui donne pas de conseiller ou de défenseur. Non, non, on n'est pas du tout contre ça, en soi. Mais ça, ils ne le tiennent pas, les gens ne le tiennent pas de leur condition d'homme, ils le tiennent de la société qui, fonctionnant correctement, peut leur accorder ce type de droit. C'est fondamental, cette notion. Gardez-la bien à l'esprit. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien ça. Parce que quand on vous dira vous êtes contre les droits de l'homme, vous êtes donc pour la dictature, l'arbitraire, la cruauté, la torture, tout ce que vous voulez. Non, 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 non. On n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait des droits. On dit simplement que ces droits ne viennent pas de notre condition d'homme, ils viennent de la société dans laquelle nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes nés. Quelle est l'origine véritable des droits de l'homme? Eh bien, pour trouver l'origine des droits de l'homme, il faut remonter au XVIe siècle, XVIe, XVIIe, avec les positions de l'école de Salamanque. L'école de Salamanque est une école philosophique, théologique, juridique, qui a fleuri au XVIe, XVIIe, et qui était représentée essentiellement par des dominicains et des jésuites. En fait, tous ces gens ont voulu renouveler le thomisme à l'époque de la Réforme, et en mettant complètement fin à la théorie thomiste et aristotélicienne de la société telle qu'elle était affirmée par le Moyen-Âge. Alors, je vais essayer d'écourter parce que je me rends compte que mon exposé est quand même long. Il faut bien comprendre que Aristote considère que la nature n'est pas seulement ce qui est incréé, ce qui est naturel au sens moderne du terme. C'est-à-dire que les oiseaux, les insectes, tout ça, non. La nature, c'est pas seulement ça pour Aristote. Tout est naturel. La cité est naturelle. Les lois naturelles existent. Elles appartiennent à la tradition. Et la nature nous donne plusieurs exemples de plusieurs formes de société. Donc, cette vision des choses, elle est naturellement objective. Aristote voit le monde, estime que le monde nous est donné avec un certain nombre de caractéristiques, hein, et ce qu'on appelle juste, ce qui est du droit, eh bien c'est le fait de donner à chacun selon sa nature, selon sa position sociale et ses qualités et ses mérites. Donc le droit naturel d'Aristote, eh bien, il est fondé sur 4 propositions. D'abord, l'homme est naturellement politique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme non politique. L'homme est toujours social. Il n'y a pas d'homme non social. Hein. On n'a jamais vu un homme qui n'avait pas de société, parce que sinon il n'aurait pas de langage, il n'aurait pas de parents, et il serait devenu au mieux, un sous-animal. L'ordre politique est fondé sur l'inégalité entre les hommes, et la justice consiste naturellement à appliquer, à donner à chacun ce qui lui revient naturellement. Et enfin, l'ordre naturel n'est pas invariable. Il varie selon les sociétés, ce qui veut dire que les sociétés donnent des droits aux gens qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que chaque société a sa tradition, a son environnement, a ses contraintes, et qui ne sont évidemment pas les mêmes. Eh bien, l'école de Salamanque va complètement retourner les choses. Et c'est l'école de Salamanque, tous ces jésuites et ces dominicains du XVIe et XVIIe siècle,
qui vont inventer toutes ces théories qui, par la suite, vont enfanter les Lumières et la Révolution française. Comment cela se fait-il? Parce que quand même, tous ces dominicains et jésuites, c'était des gens qui étaient plutôt sérieux. Hein, Molina, Suarez, Francisco de Vitoria, tout ça, c'est des gens très présentables, qui n'avaient pas du tout envie de tout bouleverser. Non, mais voilà le problème. C'est que tous ces braves religieux étaient désireux de se rendre utiles. Or, à l'époque, il y avait un phénomène très important qui s'était produit, c'était la conquête de l'Amérique par l'Espagne, par les conquistadores. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une leçon précédente. Hein? Non? Bon. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, il y avait une vingtaine de millions d'habitants. Et 30 ans après, il n'y en avait plus que 600 000. Alors comment que ça se fait? En fait, la raison pour laquelle la mortalité a été si épouvantable, c'est pas seulement les mauvais traitements qui ont été infligés par les Espagnols, mais c'est surtout le fait que les Espagnols étaient porteurs du virus de la grippe, que les Indiens ne connaissaient pas du tout, et qui a fait qu'ils sont morts comme des mouches. Hein, vraiment comme des mouches. Il y a eu des millions de morts en quelques années, hein, suite à la contagion, et à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas les vaccins, etc. Donc, il y a eu une critique extrêmement dure contre la colonisation espagnole, qu'on appelait la leyenda negra, hein, et qui disait, c'est scandaleux ce que vous avez fait là. On dit aux Espagnols, vous êtes des salopards, vous avez détruit cette population, vous avez vraiment, ce que vous avez fait est absolument illégitime, n'est-ce pas? Voilà. Et les dominicains et les jésuites de Salamanque disent non, non, attendez, il faut justifier ça. En fait, bon, ce qu'ils veulent, c'est justifier la conquête espagnole et en même temps l'humaniser. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est opérer cette démarche philosophique extrêmement grave qui consiste à séparer la nature et la culture. Et donc, ils vont dire, ces pauvres Indiens n'avaient pas de culture, hein, donc ils obéissent simplement au droit naturel. Et pour justifier ça, eh bien, les gens de l'école de Salamanque vont dire, en réalité, ce sont des gens qui n'avaient pas de société, qui ne vivaient pas en société. D'où le mythe, le fameux mythe du bon sauvage, qui par la suite a été répété indéfiniment au XVIIIe siècle par Bernardin de Saint-Pierre et bien d'autres auteurs. Et donc l'idée que, eh bien voilà, les hommes avaient fait un contrat par lequel la société avait été créée. Alors évidemment, les jésuites savaient très bien que ce n'était pas vrai. Suarez dit dans une note de son livre, oui, peut-être que ce contrat n'a jamais eu lieu finalement, mais il faut le dire car les conséquences en sont bénéfiques. Et donc, ce sont ces dominicains et ces jésuites qui vont inventer la notion de contrat social, la notion d'un état de nature extérieur et étranger à la société, un état de nature sans société, dans lequel il n'y a que des individus, et également, par conséquent, le droit pour le roi d'Espagne de conquérir ces territoires au nom d'un droit que les jésuites de Salamanque vont inventer, qui s'appelle le Ius Peregrinandi ac Degendi, qui veut dire le droit de voyager, de migrer et de travailler à l'étranger. Et aucun un État qui voudrait empêcher les hommes de se connaître serait donc illégitime et on aurait le droit d'exercer la force contre lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que cet argument inventé pour justifier la colonisation nous coûte aujourd'hui, car il nous repart en pleine figure aujourd'hui. On n'a pas le droit de refuser les immigrés,
Ben oui, parce qu'il y a ce jus de Peregrinandi Agdegandi, que bien entendu, ni les immigrés, ni les immigrationnistes ne connaissent, mais ils en connaissent l'esprit. Donc, les droits de l'homme ont pour origine une théologie, mais une théologie déviée. Déviée au fond, parce que la moitié de l'Europe est protestante, et déviée quant à la méthode, parce qu'elle est exclusivement déductive, elle est fondée sur des postulats que l'on émet, alors que, au contraire, saint Thomas, disciple d'Aristote, se fondait sur les faits. Et enfin, elle est déviée contre le but, parce que c'est une philosophie qui est utilitariste et qui a pour but de répondre à des questions actuelles, sans vouloir étudier la question de manière plus durable et plus générale. Et donc, c'est ce qui va se passer, c'est cette idéologie qui va donner lieu à, aux théories de Hobbes, qui était un grand lecteur de l'école de Salamanque, et par la suite de Locke et de Rousseau. Donc voilà, la théorie de Salamanque est mère de la théorie des droits de l'homme telle qu'elle existe aujourd'hui. Évidemment, les théologiens et juristes de Salamanque ne le concevaient pas comme ils sont aujourd'hui, mais c'est eux qui ont envisagé l'idée qu'il existait des droits naturels extérieurs à la culture, donc extérieurs à la cité. C'est là la grande erreur qui se trouve dans l'école de Salamanque, et cette erreur, eh bien, elle va être perpétuée avec des conséquences absolument catastrophiques aujourd'hui. Alors vous allez avoir un déferlement de textes. Première déclaration des droits en 1776, le Bill of Rights, puis Washington en fait une copie pour la Constitution des USA, puis la déclaration de 1789, la déclaration de 1793, la déclaration de 1948, et puis la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et ce qu'il faut voir, et ça c'est une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, parce qu'elle est très importante, c'est qu'en réalité, jusqu'à il y a 30 ans, ou 40 ans, les droits de l'homme, on en parlait, mais ce n'était pas la base juridique de tout le discours politique. Ça n'avait pas la même prégnance. Pourquoi ? Bien parce que vous aviez des tas d'idéologies qui se combattaient. Or, eh bien, aujourd'hui, à partir des années 1970, et puis ensuite 90 avec la fin du communisme, c'est la fin des idéologies qui structuraient le monde, qui l'opposaient, le communisme, le socialisme utopique, l'anticolonialisme, l'anticommunisme, toutes ces idéologies sont mortes. Elles sont tombées en désuétude et les droits de l'homme les ont remplacées comme arbitre moral ultime. C'est donc de l'implosion des utopies antérieures qu'est née la dernière utopie que sont les droits de l'homme. En fait, nous assistons là, avec les droits de l'homme, à une nouvelle religion de l'Occident. C'est le mythe fondateur de nos sociétés démocratiques. Les dieux et Dieu ont été chassés, n'est-ce pas ? L'homme est le nouveau Dieu. La dignité de sa personne est indiscutable, inaliénable, transcendante. Sa vie est sacrée, ses droits sont imprescriptibles, les autres ayant le devoir de les faire respecter. C'est une religion universelle et tous les peuples sont tenus de l'honorer sous peine d'être tenus comme des barbares, désignés à l'opprobre et promis au bannissement. En un mot, d'être voués à l'enfer. Conclusion, eh bien, ce n'est pas l'existence, mais l'origine des droits de l'homme qui est contestable, et cette origine a pour effet des catastrophes. D'abord, les droits de l'homme sont instrumentalisés par les puissants. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme étant en accord avec les droits de l'homme quand vous êtes dans leur intérêt, et vous êtes considéré comme opposé aux droits de l'homme dès que vous devenez hostile à leur puissance. Nous aboutissons à la confiscation du politique. Les droits de l'homme sont un dissolvant pour le politique. Il n'est plus possible à un État d'avoir une politique suivie à partir du moment où elle va s'opposer à l'expression des droits de l'homme par les juges. Confiscation du politique par les juges.
D'autre part, les droits de l'homme ont pour effet de punir les faibles et d'épargner les forts, n'est-ce pas? La sanction effective d'une violation des droits de l'homme ne peut avoir lieu en pratique qu'après le renversement à l'issue d'une guerre du régime politique qui en est responsable, et tout ça a commencé avec le procès de Nuremberg. Donc les États qui se soumettent aux droits de l'homme sont par là même incapacités et privés de leurs moyens, et il leur est impossible de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Je vous remercie de votre attention.